Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer les quelques finitions et améliorations que j'ai faites depuis la dernière vidéo. On va aussi parler des réglages de la machine, de son prix, des plans, mais tout ça, c'est après le générique. Allez, go! Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à mon générique, mais j'ai dû faire une grosse modification sur le châssis au niveau de la barre stabilisatrice. Le système initial avait un peu trop de jeu et lorsque j'ai redressé le plateau avec le poids de la machine, les barres se sont complètement tordues et le châssis a failli basculer. Du coup, j'ai dû imaginer un autre système complètement différent et surtout bien plus sûr. Allez, je vous montre ça tout de suite. Les rails de tiroir étant prévus pour être maintenus par les tiroirs, ils ont un très mauvais maintien en latéral. Et si je ne fais rien, cela risque de les abîmer pendant le déplacement de la machine. Pour éviter ça, le loquet est une tige qui traverse complètement la pièce et bloque tout mouvement. Bon, je dois dire que cette fois-ci, le système d'anti-basculement fonctionne parfaitement. Pour la sécurité, j'ai ajouté 7 interrupteurs. Au départ, j'avais prévu de mettre un connecteur d'alimentation avec un interrupteur et de connecter un pousseur d'arrêt d'urgence sur la carte. Sauf qu'il n'y a pas d'emplacement pour connecter un bouton d'arrêt d'urgence sur la carte. Du coup, j'ai fait traverser les câbles à travers le châssis pour avoir l'interrupteur devant. Et comme ce n'était pas prévu, ça a été un peu sport.
Un autre élément de sécurité que j'avais prévu mais pas installé, c'est le fin de course qui limite la descente de l'axe Z. Comme je me suis fait déjà quelques frayeurs durant mes essais avec un stylo, je me dis que ça coûte vraiment pas grand chose de l'ajouter. Du point de vue élément de sécurité, c'en est fini. Mais j'ai fait d'autres ajouts, et notamment une prise additionnelle pour démarrer l'aspirateur en même temps que la fleureuse. J'ai changé ma platine de relais qui avait un relais défectueux et j'ai connecté chaque prise sur un relais indépendant. Avec cette modification, je n'ai plus de puissance qui passe dans la carte de contrôle. Pour éviter d'arracher les câbles lorsque je bascule le plateau, j'ai ajouté un cache sur le côté. Et pour faciliter le basculement du plateau, j'ai aussi ajouté ces petits vérins. Le dernier élément de finition ajouté, c'est l'éclairage. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais ça fait joli. Pour ça, j'ai modélisé un boîtier qui se fixe sur le pied de la CNC pour l'interrupteur. Le bandeau LED est collé à la glu sur des supports qui sont eux-mêmes clipsés sur le rail. Le tout est raccordé aux 12 volts et la commande se fait par un des relais de la platine. On va parler maintenant des réglages mécaniques de la machine. Lorsque j'ai fait le montage, je me suis assuré que les deux axes Y étaient bien parallèles. Je me suis assuré aussi qu'ils étaient bien de niveau avec le système de fil de pêche. Je vous renvoie vers la vidéo qui va bien. Maintenant, il faut qu'on regarde, qu'on vérifie que l'axe Z soit bien perpendiculaire au plateau. Voilà. Au plateau, pas tout à fait. Parce que j'ai beau avoir apporté le plus grand soin pour faire mon plateau, il n'est pas tout à fait plan, je vous montre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir des axes Y comme référence avec un niveau. Allez, on regarde ça tout de suite.
Pour m'aider à faire le réglage de l'axe Z, je me suis fait cette pièce. Donc c'est juste un tasseau que j'ai percé et j'ai mis un arbre de précision de 8 mm. Donc j'ai vérifié que c'était bien d'équerre et ma surface de bois est bien lisse. Bon, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ce côté est légèrement plus bas que ce côté. Bon, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Il ne faut pas que j'appuie sur la... Voilà, mais voilà. Vous voyez, on a un léger décalage ici que je n'ai pas ici. Et peu importe, si je tourne, ça fait pareil. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut que je redresse légèrement de ce côté-là. Et pour ça, je vais dévisser toutes les vis, sauf la vis de référence. Et effectivement, là, j'ai pas remarqué, mais j'ai un petit décalage que je vais corriger. Bon voilà, c'est pas mal là le réglage, je pense. J'ai 10 cm de chaque côté, donc je pense que là on est pas mal en termes de précision. Je vais utiliser des fraises qui feront bien moins que ça. Donc ça devrait le faire. Du point de vue mécanique, il n'y a pas d'autre réglage à faire. Par contre, on est sur une CNC avec un entraînement par courroie, donc il faut quand même vérifier que les courroies sont bien tendues, et il faut aussi vérifier que les poulies soient bien serrées. Je vous dis ça parce que j'ai fait un petit essai avec la machine, et j'avais un décalage entre la droite et la gauche, parce que j'avais une poulie qui n'était pas bien serrée. Maintenant, on va passer au réglage, mais cette fois-ci du point de vue GRBL, donc la partie soft, et ça se passe sur l'ordinateur. Allez, go! Pour les réglages du GRBL, j'utilise l'interface WebUI. Les premiers réglages que je vais faire concernent le déplacement de la machine, et je commence par régler le nombre de pas par millimètre pour chacun des axes. Pour les axes X et Y, l'entraînement se fait par courroie, et la formule à utiliser est la suivante. Dans notre cas, le pas de la courroie est de 5 mm et vient s'annuler avec le rapport du réducteur qui est aussi de 5, ce qui nous donne la formule simplifiée suivante.
Dans mon cas, j'ai réglé mes drivers moteurs avec un micropas de 4. On a donc 200 tours multipliés par 4 micropas, le tout divisé par 20 dents de la poulie d'entraînement, ce qui nous donne 40 pas par millimètre. Je vais mettre cette valeur sur les paramètres 100 et 101. Avec ce réglage, on a une précision théorique donc de 1/40e de millimètre, soit 0,025 mm. Ce qui est déjà pas mal. Corrélé à cette valeur, on va définir la vitesse de déplacement maximum de la machine. Donc, le fabricant du moteur m'a conseillé une vitesse maximum de 2000 tours par minute pour des NEMA 23. Donc, en utilisant la formule suivante, on calcule la vitesse de déplacement de l'axe. Donc, dans notre cas, on est à 2000 tours minute, multiplié par 200 pas sur 40, qui est le nombre de pas par millimètre. Ce qui nous donne une vitesse maximum de 10 000 mm par minute. Donc, théoriquement, la machine peut se déplacer à 10 000 mm par minute sur ses axes. Pour ma part, je vais prendre une marge de sécurité et je vais mettre 8000 pour ces deux axes. Alors pour l'axe Z, on utilise une vis trapézoïdale T8 et donc la formule est différente et on va utiliser la formule suivante. Vous voyez, elle est quand même beaucoup plus simple. Là, on a 200 pas par tour, multiplié par 4, toujours le nombre de micropas, divisé par le pas du filetage, ce qui nous fait 100 pas par millimètre. Donc je viens mettre les 100 pas par millimètre sur l'axe Z. Même chose que pour les axes X et Y, il faut calculer la vitesse maximum. Donc cette fois-ci, on a 2000 la vitesse du moteur, multiplié par 200, divisé par 100, ce qui nous fait 4000 mm par minute en maximum. Donc ce que je vais faire là, je vais mettre 3000 et ce sera amplement suffisant. Alors ça, c'est toujours des valeurs qu'il va falloir tester, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, la machine se déplace en respectant les dimensions qu'on a indiquées dans le G-code. Pour éviter que la machine ne se déplace lorsque une instruction est finie, il faut que les moteurs restent toujours actifs en mettant la valeur 255 sur le paramètre 1. Sinon, les moteurs s'arrêtent au bout d'un certain délai. Si vous avez comme moi utilisé des DM542T, réglez le switch numéro 4 sur off pour avoir un courant de maintien équivalent à la moitié du courant nominal. Maintenant, on va régler tout ce qui est lié à la gestion des capteurs. Sur ma machine, j'ai mis des capteurs inductifs qui sont normalement ouverts avec le câblage suivant. Je mets donc le paramètre 5 à 0. Je règle aussi les deux paramètres de vitesse qui permettent de rechercher la position d'origine des axes. Donc ça, c'est les paramètres 24 et 25. On a le 24 qui est la recherche fine et le 25 qui est la recherche rapide. Donc, pour la recherche fine, je vais mettre 200. Et pour la recherche rapide, je vais mettre 2000 mm par minute. Alors attention à ne pas mettre trop rapide pour la vitesse, parce que il faut que les capteurs aient le temps de réagir
avant que la partie mécanique ne rentre en contact avec le capteur. Alors, en regardant l'aspect technique du capteur, je mets 5 millisecondes pour le temps de rebond dans le paramètre 26. Et je mets 1 mm pour la distance de retrait une fois que l'origine a été trouvée. Alors, le dernier réglage que j'ai effectué concerne la surface de travail de la machine en activant la limite soft pour éviter que la machine aille au-delà de la surface de travail et s'arrête grâce aux fins de course. Si la limite soft n'est pas activée, la machine peut venir taper le fin de course si elle est en train de faire un déplacement rapide, ce qui peut vite faire très mal. Donc pour régler les dimensions max de la machine, j'ai d'abord effectué un homing et ensuite j'ai déplacé lentement chaque axe avec WebEI jusqu'à la limite opposée. J'ai noté la valeur de déplacement, moins une petite marge, dans les paramètres 130, 131 et 132. Donc les paramètres, ils sont là. Voilà, donc pour ma part, sur l'axe X, j'ai 840 mm de surface de travail. Pour l'axe Y, 1295 et pour l'axe Z, 150 mm. Une fois qu'on a fait ça, on active la limite soft avec le paramètre 20, hop, qui est ici, et qu'on va venir mettre à 1. Donc on peut mettre 0, hop, 1, 1. Avec ça, on a fini la configuration du GRBL et la machine est utilisable. Bon, la machine étant configurée, il est grand temps maintenant de passer aux essais. Par contre, j'ai pas envie de défoncer mon joli plateau tout neuf, donc pour les premiers essais, j'utilise le support à stylo. Allez, je vous explique tout ça. Alors, la première chose à faire lorsqu'on démarre la machine, c'est de lui faire un homing. Lorsqu'on fait ça, la machine va rechercher l'origine de chacun de ses axes, mais dans le cadre d'une machine comme la mienne, configurée en X, Y, Y, Z, elle va aussi faire l'autosquaring. Dans la vidéo précédente, je me demandais pourquoi il n'y avait pas de sortie sur la carte contrôleur pour contrôler l'axe Y et conserver le quatrième axe. La réponse, c'est qu'on peut toujours configurer le GRBL en X, Y, Z, A et brancher la sortie Y sur les deux pilotes moteurs de l'axe Y. Mais dans ce cas-là, on perd l'autoscoring et en bon français, on perd l'éclairage automatique. Expliqué de manière rapide, cette fonction utilise les deux capteurs Y avant de la manière suivante. Tout d'abord, les deux côtés Y viennent en même temps vers les capteurs de fin de course jusqu'à ce que l'un d'eux se déclenche. Puis, le portique recule légèrement des deux côtés en même temps, juste pour désengager des capteurs. Ensuite, seul le côté gauche revient toucher le capteur, et pour finir, c'est uniquement le côté droit qui vient toucher le capteur. Une fois que les origines de la machine sont définies, il faut définir manuellement l'origine de travail. Dès que ça c'est fait, on peut lancer le premier programme, et le premier programme que j'ai exécuté, c'est le dessin d'un rectangle et du cercle inscrit dans le rectangle. Ce test me permet de vérifier que les dimensions du rectangle correspondent bien à ce que j'ai défini. Ça me permet aussi de vérifier que mon carré est bien carré, en mesurant les deux diagonales. Et pour finir, que mon cercle n'est pas un ovale.
Bon, les premiers essais avec le stylo se sont très bien passés. J'ai les bonnes dimensions, je fais bien des ronds, je fais bien des carrés, tout est bien d'équerre. Donc maintenant, il est grand temps d'essayer ce pourquoi la machine est faite, c'est-à-dire travailler le bois. Allez, je vous montre toute la procédure. Alors, la première chose que je fais, c'est de régler la vitesse de rotation de ma fraise. Pour le calcul, j'ai utilisé un document disponible sur le site de cncfraise.fr qui permet de calculer facilement les différents paramètres de fraisage. Et bien sûr, le lien est dans la description. Comme j'utilise une petite affleureuse qui ne permet pas de contrôler la vitesse de rotation à distance, j'ai investi dans un tachymètre à 20 € pour pouvoir régler la bonne vitesse. Une fois que ce réglage est fait, il faut encore régler la hauteur de référence. Pour ça, j'utilise une sonde que je connecte à la CNC et je la pose sur le martyr. Attention, il faut initialiser la sonde en faisant un premier contact, sinon la commande de probing ne fonctionnera pas. Je l'ai appris à mes dépens. Le probing du Z fait, je place la planche à découper sur le martyr, je définis l'origine en X et Y de la pièce et je mets en place le système d'aspiration. Toutes les étapes de préparation sont finies, il ne reste plus maintenant qu'à exécuter le fichier de fraisage, et comme c'est bientôt la fête de la musique, je dessine une petite note. Bon, pour ce premier essai, je dois dire que j'ai qu'un mot à dire, c'est waouh. Je m'attendais pas à ce que le fraisage soit aussi propre, ni à ce que l'aspiration fonctionne aussi bien. Alors, c'est pas tout à fait parfait, puisqu'au niveau de la profondeur, le plateau est pas tout à fait droit. Donc, il y a des endroits où c'est bien fraisé complètement, d'autres non, mais ça, c'est pas grave. Ça viendra avec le plateau surfacé, mais le résultat aujourd'hui est déjà super bluffant. Maintenant, je vous propose de passer à la dernière partie de la vidéo qui, je suis sûr, va fortement vous intéresser. Allez, go! Bon allez, on commence par le budget de la machine. Dans la description, j'ai mis un lien vers ce fichier Excel qui contient la liste de tout le matériel nécessaire à la réalisation de la CNC hors plateau, qui est quand même très spécifique à mon besoin. Comme vous pouvez le voir, le fichier contient la quantité nécessaire pour chaque composant, son prix et un lien pour vous faciliter les recherches.
Et les prix sont ceux du mois de mai 2022. Alors, si on prend le temps de regarder les fournisseurs que j'ai utilisés, j'ai quasiment tout acheté sur le site d'AliExpress. Alors, c'est pas vraiment Express, mais c'est quand même beaucoup moins cher pour beaucoup de choses. J'ai commandé mes profilés chez PCCNC, qui est une petite société française et qui, honnêtement, au niveau prix pour les profilés, est très compétitif. Pour ce qui est de toute la visserie, j'ai commandé sur le site Bricovis. Alors l'intérêt de ce site, c'est qu'on peut commander la quantité exacte de pièces qu'on a besoin. Alors moi, j'en commande toujours un petit peu plus, mais voilà, là, on est quand même sur des tarifs qui restent très raisonnables. J'ai acheté sur Amazon mon Pella, comme je le fais toujours. J'ai aussi acheté la fraiseuse Makita et puis le câble qui était quand même beaucoup moins cher que si je l'avais commandé ailleurs, sur Ali ou sur d'autres sites. Pour ce qui est des moteurs, moi je les ai commandés sur AliExpress, mais le prix que j'ai eu a varié. Et maintenant, on a des moteurs qui sont plus puissants et moins chers sur le site de Stepper Online. Donc c'est ce que je vous ai mis. Alors vous vous doutez que, puisqu'on parle de prix, le prix de maintenant ne correspond pas au prix que j'ai payé. Non pas que je bénéficie d'un quelconque partenariat, mais c'est tout simplement parce que le prix de certains composants ont littéralement explosé entre le moment où moi je les ai achetés et maintenant. Alors je me suis amusé à configurer 3 versions différentes de la machine dans ce fichier. Une en 1000 par 1500, une autre en 1100 par 1500, c'est celle que j'ai, et puis la dernière en 1500 par 1500. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué, en termes de prix, honnêtement, on n'a quasiment rien d'écart entre la petite configuration qui est ici et la grande configuration qui est ici. On a moins de 100 € d'écart entre les deux machines. Donc, si contrairement à moi, vous avez la place, je dirais laissez-vous tenter par la plus grande des configurations. Voilà pour ce qui est du budget de la machine. Pour ce qui est de la fabrication, je me suis créé un compte sur Thingiverse pour mettre à disposition l'ensemble des fichiers nécessaires à l'impression des pièces. Au moment où je vous parle, la notice de montage n'est pas tout à fait prête, mais dès qu'elle le sera, je la mettrai en lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à encourager cette chaîne, mettez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, c'est dans la zone commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et pour ceux qui voudraient reproduire cette machine, tous les liens sont dans la description. Allez, ciao ciao!